C'est l'or, il est l'or, l'or de se réveiller, Monseigneur, il est 8 heures, bouilli, bouilli, bouilli. Salut à tous, alors je ne sais pas si vous le voyez derrière moi, juste là-bas, c'est le château de Louis de Funès. Sa Majesté a bien reçu ma lettre anonyme. Donc autrement dit, le château de Clermont. Allez, je vous montre un petit peu à quoi il ressemble. Dis-moi que ce n'est pas vrai! Si, je peux te garantir que j'y suis et je vais leur montrer ton très beau château. C'est effarant. Non, t'inquiète, c'est vraiment rien, c'est même un plaisir. J'étais à ce moment-là près de Nantes et donc j'ai pu en profiter pour découvrir ton château. C'est ignoble chez vous. Comment peut-on vivre dans un courbi pareil? Non, par contre là je suis pas d'accord, t'exagères un petit peu. C'est un très beau château et de nos jours maintenant, il y a environ 40 lots divisés en appartements et en studios pour environ une centaine de personnes qui y vivent. Donc non, c'est un très grand château et il est très beau. D'accord. Et merci d'ailleurs à mon père qui m'a montré tous ces films. Pour la petite histoire, moi j'étais même pas encore né quand il les produisait. Mais bon, je les connais tous, L'aile ou la cuisse, tous les gendarmes, Fantomas, C'est sûr que c'est un coup de Fantomas. Rabbi Jacob, La soupe aux choux, qui est un de mes préférés d'ailleurs. Le canon, faut comprendre aussi que c'est pas seulement du pinard, mais que c'est de l'amitié. Bien sûr, La Grande Vadrouille. Ils peuvent me tuer, je parlerai pas. Mais moi non plus, ils peuvent vous tuer, je ne parlerai pas. Je savais qu'on pouvait compter sur vous. Enfin bref, j'ai adoré Louis de Funès. Mais au fait, Louis, tu l'as eu comment ton château? C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches très riches. Oui, après, c'est pas exactement ça que je voulais savoir. Donc De Funès était tombé sous le charme du château de Clermont au Cellier, qui était propriété de la famille de sa femme, héritière des Maupassant. Dis donc, ton article, il était faux, hein? Mais c'est exact, il était faux. Tu prétends qu'il était faux maintenant que tout le monde croit qu'il était vrai. Ben, c'est pourtant vrai. Mais qu'est-ce qui est vrai que tout le monde croit qu'il était vrai? Mais non, c'est pourtant vrai qu'il était faux. C'est pourtant vrai qu'il était faux. Alors merci Louis d'être intervenu, car il y a plusieurs articles, mais la vérité est que Jeanne-Augustine Barthélemy de Maupassant est sans lien de parenté avec l'écrivain Guy de Maupassant, alors que pourtant quelques articles sur internet disent le contraire. Et sa deuxième femme aura 2 enfants avec Louis. Donc leur premier enfant Patrick, deuxième fils de son mari, donc Louis, et la famille s'agrandit le 11 août 1949 avec la naissance d'Olivier. Donc voilà, je voulais juste rétablir cette vérité. L'acteur et sa femme avaient racheté l'ensemble de la propriété en 1967 avec le cachet reçu pour tourner La Grande Vadrouille, et pour un total de 830 000 francs. De nos jours, et à côté donc du château, vous avez les ateliers du château. Et nous avons exactement une dizaine d'artisans installés dans les annexes du château. Des créations colorées en wax, des créations métissées, des photographies du monde végétal, et donc des tableaux photographiques, des impressions sur différents supports, et des trompe-l'œil. Regardez-voilà vos... Je continue avec quelques clichés sur le château. Donc voilà, bon visionnage. Je laisse profiter de ces quelques vues, mais je peux encore vous parler de son histoire. Et donc, pour vous dire que le château de Clermont est édifié de 1642 à 1649, suivant un style architectural caractéristique de la fin du règne de Louis XIII. Le constructeur est René Chenu de Clermont, gouverneur militaire de la région au service des princes de Condé. Au fil des siècles, le château est occupé par différentes familles nobles. Le comte Léo de Maupassant y habite à partir de 1860. Son fils Charles a comme nièce Jeanne Barthélemy, autrement dit l'épouse de Louis de Funès. À l'ouest du château, Louis de Funès aime s'occuper de sa roseraie. L'acteur y restera même jusqu'à sa mort, le 27 janvier 1983. Puis, en 1985, le château héberge des institutions spécialisées dans les soins psychiatriques.
À partir de 2005, le château et une grande partie de ses dépendances sont aménagés en appartements. Depuis 2020, donc, un collectif d'une quinzaine d'artistes et artisans s'est installé dans une dépendance ouverte au public. Là, je me suis un petit peu déplacé. Là, maintenant, on se trouve au Cellier. Au Cellier, c'est là aussi où se trouve le château. Mais juste là, vous avez une petite vue sur le cours d'eau où Louis de Funès pêchait. Je peux vous dire aussi qu'au Cellier, Louis allait à la pêche, une activité qu'il aimait partager le plus souvent seul ou avec ses amis proches de Clermont-sur-Loire. Chaque poisson pêché devra être déposé dans le sac en papier. Il partait souvent seul aussi afin d'être loin de la foule et des paparazzis qui pouvaient débarquer à tout moment. Il pratiquait souvent cette activité. Cependant, il a tout de même arrêté la pêche à un moment donné, car il conclut que le poisson ne se tordait pas de rire. 54. 54. Pour en revenir à Louis de Funès, donc de son patrimoine complet Louis de Funès de Galarza, il est né à Coublevoie le 31 juillet 1914. Durant son adolescence, Louis de Funès s'illustre par son mauvais comportement et multiplie les renvois dans sa vie professionnelle. Ce n'est qu'à l'aube de ses 30 ans que le Français décide de se lancer dans une carrière de comédien. Après un bref passage par le Cours Simon, Louis de Funès enchaîne les petites apparitions au théâtre, jusqu'à son éclosion dans les années 1950. En 1953, Louis de Funès fait une première rencontre avec le succès grâce à la pièce « Ah, les belles bandes ». Mais c'est grâce au cinéma et au film La Traversée de Paris, sorti en 1956, que l'acteur façonne son personnage. Au fil des années, Louis de Funès s'érige comme l'un des comiques les plus célèbres du cinéma français. Mais un face-à-face, d'accord, mais moi tout seul. Bah oui, mais... Non, peignez pas, là, il n'y a rien à peigner. Mademoiselle, il faut tout, il faut des héros, il faut des bistrots. Je t'aurai, Fantomas. Je t'aurai. Voilà, je lui devais, et on lui doit tous, des grands moments cinématographiques qui nous ont fait hurler de rire. Avec Pouic Pouic en 1963, Le Gendarme de Saint-Tropez en 1964, La Grande Vadrouille en 1966, Il n'y a pas d'hélice, hélas. C'est là qu'est l'os. ou encore La Soupe aux choux en 1981. Tiens, ça c'est de la soupe aux choux. De la vraie, faite avec mes choux à moi. Une variété de printemps, le bacalan hâtif. Il est réputé pour son personnage impulsif et râleur. Louis de Funès est en fait un grand séducteur dans la vie privée. L'acteur français a été marié 2 fois, d'abord à Germaine Élodie Carroyer en 1936, puis à Jeanne Barthélemy de Maupassant en 1943. 3 fils sont issus de ces 2 unions, Daniel, Patrick et Olivier. Et enfin, Louis de Funès décède à Nantes le 27 janvier 1983. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous amener à sa tombe. Et dire aussi que tu nous manqueras pour toujours. Au Cellier comme ailleurs, c'était une vedette. Mais Louis de Funès s'attache à rester simple, fuit les admirateurs trop pressants et ne reçoit guère de célébrités. Le dimanche, il assiste à l'office. Puis, ensuite, il va s'entretenir avec le curé dans la sacristie. En général, il s'asseyait sur une botte de paille et racontait des histoires, mais jamais sur son travail. Il prenait un immense plaisir à discuter avec les habitants du bourg, et les dialogues s'en tenaient aux nouvelles du bourg, au climat de l'année, mais il était surtout émaillé de propos gentils, de souhaits, de bonheur, de comparaison. Une de ses citations, et pas des moindres: peu importe que vous ayez du style, une réputation ou de l'argent, si vous n'avez pas bon cœur, vous ne valez rien.
Maintenant, si je vous parlais un peu plus de l'architecture de ce château. Donc, il a été construit au XVIIe siècle, exactement de 1643 à 1649, époque de la minorité de Louis XIV et de la régence de sa mère, Anne d'Autriche. Il est resté pratiquement intact et tel que le montre une aquarelle de cette époque. Les diverses parties du corps de logis, en briques rouges et pierres blanches, reçoivent de façon indépendante de hautes toitures d'ardoise bleue. Ces contrastes chromatiques saisissants caractérisent le style de Louis XIII, dont la réalisation la plus emblématique est à Paris, à la place des Vosges. Dans le corps de logis, le pavillon central surélevé d'une attique sert de cage à escalier d'honneur. Il supportait à l'origine un campanile. Conformément au modernisme du début du XVIIe siècle, le château de Clermont est composé d'un corps de logis flanqué de 2 ailes latérales servant de remise, écurie, serre et chambre pour les serviteurs. Une galerie pour les fêtes et les bals se trouvait au premier étage de l'aile droite. À la jointure des ailes avec le corps de logis se trouvaient à droite les cuisines. À gauche, la chapelle dont l'autel a conservé son beau rétable d'origine. Au milieu des ailes s'ouvrent des passages voûtés qui conduisent à droite au jardin, à gauche à la cour de ferme. Clermont innove en allégeant considérablement les ailes latérales, profitant des observations des architectes français à Rome et en Vénétie. Elles sont réduites de hauteur et italienisées. En revanche, l'usage ancestral des tourelles, d'encorbellement, est maintenu. Cette référence aux formes anciennes, tout comme l'introduction de machicoulis sur le pavillon d'angle, contribuait à asseoir la demeure dans un idéal chevaleresque et à affirmer une puissance nobiliaire. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je continuerai à publier d'autres vidéos sur mes explorations à l'étranger et en France sur cette chaîne. Allez, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Eh ben, un piéton, ouais, plus voilà. C'était très bien. C'était très bien.